Chers amis, bon après-midi. J'espère que je suis bien audible. Nous vous recevons très bien, professeur. Ah, merci beaucoup. Je crois Bon que après-midi, Recevons très docteur bien. Valérie. Merci. merci bien, merci bien. Heureux de nous avoir les uns les autres en ligne. Je crois, professeur Ali est bien audible. Oui, Ah, ok, professeur, merci. Je m'inquiétais de votre silence, me disant que probablement que la connexion ne passait pas. Merci. soyez les bienvenus, Docteur docteur. Valérie, bonjour. Merci bien, bonjour à tous. Bienvenue. Alors, professeur Ali, je crois dans une minute, nous commençons. Oui, Ça nous permettra déjà de vous présenter comme orateur du jour. Vous n'êtes plus une personne à présenter. Notre orateur, c'est notre patriarche, le professeur Ali Boulabou, la révocate. Il est professeur spécialiste en médecine interne et le président du conseil d'administration de l'ECPCI RDC. Et donc, à ce jour, le professeur, qui venait d'ailleurs de célébrer son anniversaire il y a 48 heures, il va nous parler des défis de l'eau et de la résistance microbienne. Alors, sans plus tarder, nous allons demander au professeur de partager déjà son écran et de prendre la parole pour que nous puissions nous nourrir de la science du jour. Professeur Boula Boula, bienvenue. merci, docteur Rufimbo, pour, pour avoir accepté de modérer cette séance. Merci. Et je souhaite aussi la bienvenue à d'autres participants et collègues. C'est toujours un plaisir de vous avoir chaque vendredi pour que nous partagions nos expériences communes. Merci pour les souhaits lors de mon anniversaire. Je vous remercie de tout cœur pour les souhaits et nous prions Dieu qu'il puisse exaucer vos souhaits. Ceci dit, je vais tenter de partager mon écran. J'espère qu'il est visible, hein. En attendant que Oui, je oui. le mette en mode diaporama. Voilà. Voilà le titre, les défis de l'eau et la résistance aux antimicrobiens. Au fait, il y a eu un problème technique lorsque le professeur Kiyombo présentait son sujet sur l'eau dans les établissements les soins de santé. On a promis de revenir une semaine après, mais son emploi de temps ne l'a pas permis de reprendre le sujet. Et il a promis d'intervenir à la dernière semaine du mois de juin, et c'est la semaine prochaine. Nous allons voir, nous allons le recontacter pour voir si il peut alors cette fois-là intervenir, et nous allons croiser les doigts pour que l'incident de l'autre semaine sur la connexion ne se reproduise pas.
Merci. Ceci dit, voilà le sujet projeté et le plan est le suivant. On va passer en revue les caractéristiques de la résistance antimicrobienne et l'eau et la résistance antimicrobienne dans les établissements de soins. On va examiner le manque d'eau et la qualité d'eau dans la genèse de la résistance. La résistance aux antimicrobiens est un problème planétaire qui, au fil des années, augmente de plus en plus et qui a comme conséquence de nombreux décès et de la souffrance humaine. Il y a deux facteurs principaux qui interviennent dans la résistance aux antimicrobiens. C'est d'abord le volume d'antimicrobiens utilisés et deuxième facteur, la propagation des micro-organismes résistants ainsi que les gènes codants pour la résistance. La dissémination, nous avons la contagion. Selon de nombreuses études convaincantes, la contagion, c'est-à-dire la propagation, est considérée comme le facteur majeur, bien que souvent sous-estimé et négligé, de la prévalence accrue de la résistance aux antimicrobiens. Donc ici, la propagation de cette résistance est l'un des facteurs majeurs. Les causes de la résistance antimicrobienne, il y a l'augmentation des taux. Donc, disons, l'augmentation des taux de résistance antimicrobienne survient lorsque les bactéries se modifient et deviennent résistantes aux antibiotiques qui précédemment étaient utilisés pour traiter efficacement les infections qu'elles provoquent. Donc, l'augmentation des taux de résistance antimicrobienne survient lorsque les bactéries se modifient et deviennent résistantes aux antibiotiques précédemment utilisés pour traiter de façon efficace les infections qu'elles provoquent. Alors, l'Organisation mondiale de la santé inclut la prescription excessive d'antibiotiques, leur utilisation excessive dans l'élevage et la pisciculture. En plus de ces éléments, il y a le manque de contrôle des infections dans les hôpitaux et les cliniques, ainsi que le manque d'hygiène et d'assainissement. Le développement, le développement des bactéries résistantes se produit par mutation ou encore plus souvent par l'acquisition des gènes de résistance déjà présents chez d'autres bactéries.
souvent après l'absorption d'éléments génétiques mobiles tels que des plasmides. Le développement, eh bien, la propagation se produit par contact direct entre les humains ou par des multiples vecteurs tels que l'air, par exemple, les gouttelettes respiratoires, l'eau, les contacts directs avec les animaux, les aliments, les insectes, les oiseaux, l'agriculture et ou l'environnement au sens large et en particulier les cours d'eau. Et ici, pour les cours d'eau, il faut citer en particulier les effluents des hôpitaux ou des industries ou des usines d'épuration d'eau. Eh bien, dans l'ensemble, on parle de l'environnement. Alors, cette propagation de bactéries déjà résistantes est définie comme une contagion. Disons un mot sur les principaux facteurs. Les deux principaux facteurs augmentant la prévalence de la résistance antimicrobienne, c'est le volume des antimicrobiens utilisés, la contagion. Cette dernière contribue plus que le volume des antimicrobiens utilisés à la différence de prévalence des résistances antimicrobiennes entre pays. Donc, on peut avoir comme élément de comparaison entre pays, alors le volume, le volume de résistance peut être utilisé comme moyen de comparaison entre différents pays. Mais de ces deux paramètres, de ces deux paramètres, la contagion est de loin plus influencée par de nombreux facteurs socio-économiques. Nous n'allons pas entrer dans les détails de ces facteurs socio-économiques. J'espère que vous êtes bien assis sur vos chaises. Il y a des études qui ont cité, par exemple, comme facteur la corruption. La corruption dans des études qui ont été menées parmi tant d'autres facteurs sociaux et économiques, eh bien, la corruption, pour ne citer que celle-là, influence pour beaucoup la résistance. Mais nous n'allons pas parler de cela aujourd'hui. Alors, le taux élevé de la résistance antimicrobienne. Eh bien, ces taux seront observés dans les endroits où les conditions permettent une propagation facile des microbes résistants. Alors, quels sont ces endroits ou qui permettent la propagation facile des microbes résistants? Eh bien, ces endroits sont caractérisés par l'accès
et la gestion de la qualité de l'assainissement, de l'eau, du logement, la surpopulation, pour ne pas parler de la promiscuité, l'alimentation. Ici, on peut évaluer, non, examiner ou citer les cas de transport, du stockage, de la réfrigération et préparation de cette alimentation. On a aussi les établissements de santé, donc les hôpitaux, les médecins qui y travaillent, les soins infirmiers et le contrôle des infections. Autre élément qui caractérise ces endroits, c'est la sensibilisation à l'hygiène, et bien que tous ces éléments seront médiocres, ainsi qu'une faible gouvernance administrative de plusieurs, voire de tous les éléments mentionnés ci-dessus. Donc, tous ces éléments-là caractérisent les endroits qui permettent une bonne circulation de bactéries résistantes aux antimicrobiens. Voyons maintenant le manque d'eau qui amène au développement de la résistance. La dégradation de l'hygiène des mains comme facteur. Alors, le lavage des mains insuffisant. Lorsque dans une institution de santé, dans un hôpital, dans une salle d'hospitalisation, au laboratoire, ou tout ça, sans accès à de l'eau propre, les professionnels de santé ne peuvent se laver les mains entre deux patients. Par exemple, autour des salles ou lors des soins, eh bien, le professionnel de santé qui soigne ces patients, n'ayant pas la possibilité de se laver les mains quand le professionnel de santé doit passer au deuxième malade, eh bien, cela a des conséquences parce que ça favorise la transmission croisée des bactéries multirésistantes entre patients. Nettoyage insuffisant des surfaces et des équipements. Eh bien, ce personnel ne travaille pas debout, hein. Ils ont de surfaces, les tables, je sais pas moi, les lits, les armoires, là où ils déposent tout ce qu'il faut utiliser pour soigner un malade. Donc, cette surface-là doit être propre. Mais alors, quand le nettoyage est insuffisant ou les équipements qu'on a utilisés pour soigner n'est pas nettoyé, alors il y aura des conséquences. Donc, on ne sait pas, c'est impossible de désinfecter le matériel médical et les surfaces de soins. Cela aura comme conséquence la contamination persistante de l'environnement par des germes résistants. Voilà. Les infections nosocomiales accrues. Donc, le manque d'eau accroît les infections associées aux soins qui sont souvent causées par des bactéries résistantes et cela va entraîner des infections qui ont besoin de traitements antibiotiques prolongés
ou à large spectre, favorisant la résistance aux antimicrobiens. La mauvaise gestion des excrétas et déchets biomédicaux en cas d'absence d'eau, les excrétas, entendez par là les urines et les selles, les déchets médicaux peuvent contaminer l'environnement. Et tout cela est à la base de la propagation des gènes de résistance. Et cela par l'intermédiaire des eaux usées ou encore des sols. Hein, dans l'agriculture, ces eaux qui sont d'une certaine composition seront éliminées au niveau des sols aussi. L'utilisation excessive ou inappropriée des antibiotiques, conséquence des infections qui surviennent faute d'hygiène, cela va entraîner l'action des prescripteurs d'antibiotiques qui vont recourir systématiquement aux antibiotiques, souvent sans diagnostic clair. Ces infections, du moins cette utilisation excessive et inappropriée des antibiotiques, favorise le développement et la sélection de bactéries résistantes. La limitation de pratiques de prévention. L'absence d'eau compromet la mise en œuvre des précautions standards telles que la désinfection, les soins aseptiques, la stérilisation. Donc, quand il n'y a pas d'eau, toutes ces procédures ne vont pas donner un travail dans la propriété, un travail correct, et cela va exposer le personnel infirmier, mais aussi les patients. L'environnement propice à la sélection des bactéries résistantes. Nous avons les milieux hospitaliers avec une mauvaise gestion de l'eau. Eh bien, ces milieux sont des réservoirs des gènes de résistance. Et cela facilite la transmission horizontale des gènes entre bactéries. Disons un mot sur la qualité de l'eau. Nous venions de parler de la quantité de l'eau. Alors, l'eau contaminée par des micro-organismes résistants, provenant la plupart du temps des effluents hospitaliers ou communautaires maltraités,
Nous avons aussi l'utilisation d'eau non traitée pour des procédures médicales comme lors de lavage des plaies, la préparation des médicaments. Eh bien, cette utilisation d'eau non traitée entraînera des infections graves. Alors, qui dit infection grave dit aussi recours aux antibiotiques. Et si il y a déjà des gènes de résistance, on est parti pour la gloire parce qu'il faudra des quantités et peut-être qu'ils ne vont pas des quantités d'antibiotiques ou d'antimicrobiens qui ne vont pas nécessairement guérir et l'hospitalisation deviendra très longue, coûteuse et parfois, malgré toutes ces dépenses, la personne meurt. Alors, la conséquence, c'est la pénétration directe des bactéries résistantes dans l'organisme des patients, dans l'environnement des soins. En conclusion, le manque et la qualité d'eau dans les établissements de soins sont considérés comme des facteurs structurels majeurs de la résistance aux antimicrobiens. Et ils compromettent la prévention des infections. Et ils favorisent les mauvaises pratiques de la prescription et transforment l'environnement hospitalier en vecteur de transmission des bactéries résistantes. Je vous dis merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation si limpide, très riche. Et je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. Ce sont des choses nouvelles que nous sommes en train d'apprendre ce jour et qui vont certainement impacter notre façon de faire chaque jour dans la gestion de l'eau et particulièrement en milieu hospitalier afin de réduire sensiblement la résistance antibactérienne dans nos milieux respectifs où nous vivons. Parce que cette résistance bactérienne est un fléau. C'est un fléau que l'humanité est en train de connaître. Et si nous ne faisons pas attention, des infections aussi banales peuvent maintenant être soignées par des antimitotiques si nous arrivons vraiment à créer des bactéries multirésistantes. Et donc, merci, cher professeur, pour cette présentation. Le professeur Boulaboula nous a vraiment montré que le manque et la qualité, la mauvaise qualité d'eau dans les formations sanitaires constituent des facteurs non négligeables et alors des facteurs majeurs dans le maintien ou la propagation de la résistance antibactérienne. Et il a si démontré cela par le fait que le manque d'eau est responsable de la dégradation de l'hygiène des mains. Et beaucoup de bactéries sont manuportées
du fait que le lavage des mains est insuffisant ou carrément une insuffisance dans le nettoyage des matériels et des surfaces au niveau des structures. Par manque d'eau, il y a croissance des infections nosocomiales. Par manque d'eau, la gestion des excrétas au niveau des structures sanitaires est catastrophique. De même, la gestion de déchets biomédicaux. Le manque d'eau favorise également l'utilisation excessive ou inappropriée des antibiotiques et cela engendre également une limitation des pratiques de prévention. De l'autre côté, la qualité de l'eau, la mauvaise qualité d'eau est responsable, n'est-ce pas, de l'émergence et la réémergence des bactéries résistantes, étant donné que ces bactéries qui se trouvent dans l'environnement peuvent contaminer de l'eau. L'eau peut être euh, utilisée dans les structures sanitaires, mais qui n'a pas été bien traitée selon les procédures médicales qui sont requises. Et donc, tous ces facteurs favorisent, n'est-ce pas, l'émergence des infections à des bactéries multirésistantes. Ainsi, nous ouvrons les débats. Comme nous le savons bien, notre procédure, celui ou celle qui a une question, une contribution, il va lever la main et nous allons lui accorder la parole. Merci. Les débats étant ouverts, nous attendons le premier intervenant à prendre la parole. Papi Ishika, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher maître, de m'avoir accordé la parole. Je commence par la présentation. Je suis Papi Chika. Euh, je suis spécialiste en résistance aux antimicrobiens. Je suis enseignant à l'Institut supérieur des techniques médicales de Colosie dans la province du Lualaba. En même temps, je suis biologiste de formation, responsable de l'unité de microbiologie à l'hôpital Watuetu, toujours à Colosie. Euh, je m'en veux d'abord féliciter le professeur Ali Boulaboula de cette si brillante présentation, enrichissante d'ailleurs. Nous avons beaucoup appris, comme vous l'avez souligné, parce que il se fait que le monde entier, comme l'OMS l'a prédit, d'ici l'an 2050, 10 millions de personnes commenceront à mourir chaque année des maladies résistantes aux antimicrobiens. Et donc, nous devons tous nous mobiliser pour riposter ou solutionner ou anticiper des solutions à ces fléaux qui nous guettent d'ici 2050. Ceci étant, avant de prendre quelques préoccupations, j'aimerais informer au professeur Ali Boulaboula que nous organisons une conférence internationale au mois d'octobre à Colosie sur la surveillance intégrée de la résistance aux antimicrobiens sous l'approche One Health. Et cette conférence va accueillir des éminents professeurs venant du monde entier. Mais je pense que le professeur Boulaboula, c'est une invitation que nous vous lançons. Nous profitons de cette occasion pour vous lancer cette invitation, bien sûr. Mais j'aimerais un peu comprendre, professeur, puisque vous avez atterri en disant que le manque ou la mauvaise qualité de l'eau favorise des mauvaises prescriptions. J'aimerais un peu comprendre comment est-ce que le manque ou la mauvaise qualité de l'eau peut favoriser de mauvaises prescriptions. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, professeur,
je suis sûr, parce que comme vous venez de le dire, euh, parmi les facteurs favorisant la rame, vous avez dit il y a le volume de l'utilisation des antimicrobiens qui peut être le moyen de comparaison entre différents pays. Là, je m'en veux, professeur, vous dire que selon le Global PPS, donc le Point Prevalence Survey, l'étude de prévalence ponctuelle sur l'utilisation ou la consommation des antimicrobiens, nous conseille à chaque établissement, bien sûr, d'évaluer la consommation annuelle de leurs antibiotiques pour voir quelle est la quantité d'antimicrobiens consommés annuellement pour arriver à conclure que voilà, il y a eu une grande quantité ou bien une faible quantité. Mais professeur, j'ai de l'amertume dans mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai voulu réaliser cette étude dans ma ville de Colosie. Mais, chose grave, d'autres hôpitaux refusent même l'accès, hein, parce que cette étude nous demande d'aller évaluer les fiches de prescription ou les fiches des malades parce que si vous y allez avec l'enquête par questionnement, il y aura peut-être des billets qui vous détourneront de la réalité du problème. Mais d'autres hôpitaux refusent l'accès à leurs données pour pouvoir collecter ces données-là dont nous avons besoin. Alors, à votre niveau, professeur, je ne sais pas quel est le, le style ou soit comment est-ce que nous pouvons nous y prendre pour arriver à contourner ces difficultés-là afin que la RDC aussi commence à mener ce genre d'enquête ou d'études pour quand même qu'on arrive aussi à comprendre la quantité d'antimicrobiens ou d'antibiotiques utilisés dans chaque hôpital pour arriver à solutionner ces problèmes-là. C'était un peu les deux préoccupations, professeur, que j'avais. Merci beaucoup. Monsieur le modérateur, est-ce que vous m'accordez la parole? Je pense que nous avons Oui, un professeur. problème. OK, Oui, professeur. merci. Vous souhaitez réagir à chaque question ou bien vous allez accumuler? Je pense Euh, que... Je, je pense que c'est mieux d'aller question par question. D'accord, merci, professeur. Vous pouvez réagir. Le Le suivant, concours c'est Yannick qui va de se... panélistes vaut aussi son pesant d'or. Alors, pour la question de notre collègue Papy, d'abord, je le remercie pour l'invitation. Ensuite, je reviens aux questions. Mauvaise prescription. Vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien, le manque d'eau qui ne permet pas les, les bonnes pratiques de l'hygiène dans une institution de soins, la mauvaise qualité de l'eau aussi vont entraîner l'augmentation de maladies dues à la qualité de l'eau, au manque de l'eau, au manque de désinfection des surfaces, lavage des mains, ainsi de suite. Tout ce qu'on a dit, eh bien, ça va engendrer des infections. Ces infections qui sont souvent graves, les infections associées aux soins, eh bien, toutes ces infections vont entraîner une réaction de la part des soignants. Le laboratoire dans nos milieux, vous connaissez l'état
des sous-équipements de la plupart des laboratoires de nos structures sanitaires, eh bien, le prescripteur ne va pas attendre les examens de laboratoire, des cultures au laboratoire de microbiologie, l'antibiogramme, ils ne vont pas attendre tout ça. Ils vont commencer par la prescription de antibiotiques et parfois des antibiotiques qui se contredisent. Hein, on associe ceci à cela, mais souvent c'est mu aussi par le goût de, de profit. Alors, c'est ce qu'on appelle mauvaise prescription, hein, sans pouvoir diagnostiquer, sans pouvoir avoir des preuves qu'il s'agit d'une infection. Eh bien, on pousse sur la prescription, on donne des antibiotiques. Ces antibiotiques-là aussi, nous allons décortiquer. Ça peut être à une bonne dose ou ça peut ne pas être à une bonne dose. On peut donner une bonne dose, mais la durée de la prise n'est pas conforme à ce qui est recommandé. Voilà, bref, manque d'eau, mauvaise qualité d'eau va engendrer des infections et surtout aux bactéries les plus résistantes. Ça va pousser les prescripteurs à prescrire des antibiotiques et parfois beaucoup. Et nous allons dans un cercle vicieux. Voilà ce que j'ai appelé mauvaise prescription. Deuxièmement, l'enquête que vous souhaitez faire en fonction de global, là je n'ai pas très bien compris. Global contredit ce que je venais de dire ou global vous demande d'évaluer la consommation annuelle d'antibiotiques. Vous allez répondre après. Au fait, comment vous allez vous en sortir, c'est collaborer avec les responsables de ces entités sanitaires. Il faut aller leur expliquer le bien fondé de l'enquête à faire. Et même, vous pouvez collaborer avec les autorités sanitaires de la place. Quand vous le faites en cachette, là, ils ne sont pas d'accord. Mais si vous y allez avec une demande de votre institution, vous voyez les autorités sanitaires de la province ou de votre entité, hein, vous allez avec tous ces papiers, ils ne vont pas refuser. Mais la conséquence peut être aussi, ils acceptent, c'est un oui du bout des lèvres, mais ils cachent les documents. Mais il faut d'abord tenter avec toutes ces autorisations, mais aussi expliquer aux gens ce que vous voulez faire. Ce n'est pas une accusation que vous allez les amener au parquet ou bien au service d'impôt, mais c'est pour la science. Expliquez-leur ces choses-là. Voilà ma réponse ou mes réponses. Alors, je voudrais savoir si Global, je sais pas quoi, a contredit ce que j'ai dit ou bien c'est seulement pour comprendre comment vous en sortir. À vous la parole. Merci beaucoup, professeur, pour vos éléments de réponse. Nous revenons à Monsieur Papi par rapport au complément d'information pour permettre au professeur Ali. J'ai l'impression que Docteur Fimbo a un Ah, problème. je suis bien entendu, professeur.
Oui, oui, vous l'êtes. Merci beaucoup de me réaccorder encore la parole. En fait, Global PPS ne contredit pas ce que vous dites, mais tandis que Global PPS, euh, d'abord, il se situe à Antwerp, donc à Anvers, en Belgique, comme vous le connaissez très bien. Et Global PPS conseille normalement chaque pays ou chaque hôpital de s'inscrire au sein de Global PPS. Vous vous inscrivez, on vous enverra des fiches qui vont vous servir à la collecte des données dans votre hôpital et une plateforme vous sera ouverte dans laquelle vous allez saisir ces données-là et ils vont vous aider à faire quoi? À les analyser, à différentes analyses. Et voilà, vous restituez encore ces mêmes analyses-là en vue peut-être de publication si vous le voulez bien. Et eux aussi, à leur tour, ils vont voir si vous nécessitez normalement une capacitation en ce qui concerne des prescriptions des antibiotiques. Ils vont le faire, ça peut être en ligne ou soit en présentiel, tout dépendra de la collaboration que vous allez signer avec eux. Donc, tout se passe gratuitement. Mais je pense que notre pays traîne encore le pas de s'inscrire à cette plateforme Global PPS en vue de faire ces analyses pour arriver à comprendre ou bien à cerner les problèmes, disant que voilà notre hôpital annuellement, nous allons à un taux qui est très excessif quant à la consommation des antibiotiques. Voilà du moins ce que je voulais dire, professeur Quentin. Et d'ailleurs, nous sommes avec les Ivoiriens et les Gabonais. Nous faisons les études tripartites avec eux pour arriver à comparer, comme vous l'avez dit, que voilà, le volume d'utilisation d'antibiotiques est un moyen entre différents pays. Donc, nous avons voulu le faire pour comparer les différents hôpitaux de la RDC et ceux du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Merci, professeur. Merci. Merci beaucoup. Nous passons la parole au prochain intervenant pour la question. C'est Yannick Moukoulumba. Vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis Dr Yannick Moukoulumba, médecin expert en prévention et contrôle des infections. Je suis à Kinshasa, dans les institutions de santé militaire. Merci beaucoup, professeur, pour cette brillante présentation, surtout pour des éléments qui nous sont vraiment d'une portée sans faille. Je vais en souci que je n'ai pas pu l'étancher dans les contenus de ce que le professeur nous a donné. Vous avez bien explicité sur la qualité et la quantité d'eau. Et moi, je reviens pour ce qui concerne les antimicrobiens, sur la qualité des antimicrobiens. Je ne sais pas si dans la thématique, la qualité des antimicrobiens aussi a un impact, parce que nous constatons sur le marché des distinctions, des différences de prix à 80, voire même 90% pour une même molécule. Et nous nous posons la question sur le principe actif est le même dans toutes ces molécules que nous disposons dans le marché. Et nous sommes dans un environnement où la pauvreté bat son plein. On ne sait pas avoir accès à des produits de bonne qualité. Alors, nous avons difficile à distinguer ce qu'on appelle la résistance antimicrobienne et les échecs thérapeutiques. Est-ce que la qualité des médicaments n'intervient pas aussi dans la résistance antimicrobienne parce que nous constatons que les mêmes problèmes, vous les traitez, après un temps record, la personne revient. Après un mois, 2 mois, c'est la même chose. On se pose des questions si réellement l'infection a été éradiquée ou pas. Donc, c'est vraiment ma préoccupation. Si le professeur peut m'aider à étancher ma soif en rapport avec la qualité des molécules qu'on nous dispose ici dans le marché concernant les antimicrobiens. Merci beaucoup, professeur.
Merci beaucoup, Merci, docteur Yannick Moukoulumba, pour votre question. Nous accordons la parole au professeur pour les explications. merci beaucoup. Euh, J'apprécie cette différence entre résistance et échec. Le prix ne doit pas expliquer la qualité de l'antimicrobien. Pourquoi? Chacun est libre de mettre son prix quand l'autorité de régulation, si j'ose le dire, ou des affaires économiques ne s'intéresse pas à contrôler tout ça, eh bien, chacun est libre de mettre son prix. Parce que normalement, pour les marchandises, quand une marchandise est importée, le commerçant doit se présenter avec tout ce papier aux affaires économiques et les affaires économiques regardent en fonction de ce qu'il a importé la marge que lui doit mettre pour vendre son produit. Mais quand cela ne se fait pas, chacun est libre de mettre le prix qui lui passe par la tête. De un et de deux, la qualité de ce qui entre sur le marché devrait être contrôlée par l'Office de contrôle, OCC. Ils ont des laboratoires capables de dire si tel produit contient le principe actif qui est marqué sur son emballage, qui l'a fabriqué, quand et comment. Mais la plupart des temps, je pense qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas pourquoi? Dieu seul le sait. Je ne vais pas entrer ici dans les détails, c'est parce qu'ils n'ont pas de consommables pour leur laboratoire, et ainsi de suite, parce qu'ils ne le veulent pas, ou parce que, mais est-il que nous avons une institution dans le pays pour le contrôle des aliments, des boissons, des médicaments, tout, tout, tout. Ils sont équipés. Donc, ils peuvent analyser la qualité des médicaments, des aliments et autres. Ce qui est consommable est retenu et ce qui ne l'est pas doit être brûlé. Le prix, c'est chacun pour soi parce que le public, le pouvoir public ne s'en occupe pas. La résistance, nous avons une institution capable de le faire, qui n'y arrive pas, à mon sens. Alors, nous ne savons pas dire que c'est un médicament qui est efficace, c'est parce qu'il est très cher, loin de là, et en l'utilisant, nous n'avons pas guéri notre malade et il nous revient. Comme vous l'avez dit, le prix est élevé. Si le prix est élevé, et c'est le médicament qu'on lui a prescrit, peut-être que la personne a acheté la quantité à prendre pendant 2 jours ou 3 jours en attendant qu'il ait encore de l'argent pour compléter sa cure. Mais il aura déjà interrompu 2, 3 jours avant d'avoir la somme pour repayer encore le même produit. Ce sont des choses qui arrivent et c'est régulier. Il a eu de l'argent, mais il a acheté un produit avarié parce que la plupart des gens, en fonction de leur pouvoir d'achat, ben, ils vont sur les étalages sous le soleil.
On n'allait pas me dire que ce produit-là, malgré son prix, il est bon. Bien, la résistance serait liée à ce que, c'est un aspect que je vais donner, le produit est bien conservé, il n'est pas périmé, la personne prend le produit à la dose prescrite pendant le temps qu'il faut, mais il n'y a pas de bons résultats. Nous pouvons conclure, d'une certaine manière, qu'il y a résistance. Mais aussi, nous disons résistance à tort parce que la personne est en train de souffrir peut-être d'un ulcère et tout ce elle avale et vomit. Est-ce que nous allons considérer cette personne qui vomit le médicament comme si elle a pris le médicament en question? Non. Efficace soit-il, mais quand il est vomi, il n'est pas consommé. Voilà un peu, docteur Annick, ce que je peux dire à ces sujets. Les panélistes qui sont là peuvent aussi ajouter quelque chose qu'ils ont. Voilà à peu près ce que je peux dire. Merci beaucoup, professeur. Oui. Merci beaucoup, professeur. Nous avons euh, Mathias Marabou qui demande la parole et nous l'accordons pour sa question. Merci beaucoup, docteur Lofimbo. Merci beaucoup, professeur Ali, pour le partage de votre exposé qui est très bénéfique pour nous. Alors, je voudrais juste intervenir à propos des défis de l'eau, parce que c'est le sujet du jour. Ce que nous remarquons dans les structures sanitaires, dans la plupart des cas, il n'y a pas, il n'y a pas de dispositifs pour le traitement des eaux usées qui sont déjà utilisées par les soignants et voire les agents nettoyeurs. Et parfois, ce que nous remarquons, c'est quoi? Quand un agent de nettoyage a déjà fait son travail, l'eau usée sera peut-être jetée au niveau de la pelouse ou du jardin même de l'hôpital. Et puis les torchons sont étalés par-ci, par-là. Pourtant, pourtant, ces eaux-là devraient avoir un endroit spécifique pour qu'elles soient évacuées proprement et selon les conditions. Donc, je disais que la plupart d'hôpitaux n'ont pas de capacité de traitement d'eau usée par rapport à cette lutte à la résistance. Alors, conformément à la PCI sur le traitement de l'eau dans les deux aspects, les eaux utilisées pour le nettoyage et les eaux utilisées par les personnels de soins qui ne sont pas bien traitées, il est remarqué que les responsables des PCI ont une certaine largeur, une certaine... euh, euh, ils ont lâché un peu leurs responsabilités en laissant les agents nettoyeurs, que je considère qu'ils contribuent à plus de 50% pour cette résistance. Pourquoi? Parce qu'elles s'occupent des surfaces, mais aussi s'occupent aussi des nettoyages de matériel. Quel conseil, professeur, pourriez-vous donner
aux hôpitaux qui n'ont pas de structure d'évacuation d'eaux usées et aussi aux responsables des services des PCI, si pas les gestionnaires des hôpitaux, par rapport aux agents nettoyeurs qui font, n'est-ce pas, la propriété des hôpitaux. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Nous accordons la parole au professeur pour les réactions et d'autres panélistes qui peuvent avoir des ajouts par rapport à la question peuvent se manifester, s'il vous plaît. Merci. Bien, merci, Monsieur Marabo, sur la préoccupation à deux niveaux. Nous avons les gestionnaires des structures sanitaires. Moi, je parle des gestionnaires et je vois que l'agent PCI fait partie aussi des gestionnaires. Ne m'en voulez pas pour ceux qui sont gestionnaires parmi nous. Eh bien, ils doivent réfléchir comment pallier à cette lacune. Et je pense que ça a aussi des rapports avec la question, peut-être que Dr Fimbo peut déjà lire la question du docteur Ndoumé. Quand je vais terminer comme ça, je pense qu'il y a des liens avec, il y a la possibilité d'avoir de l'eau et comment l'évacuer. C'est compliqué. C'est compliqué dans la mesure où on a de l'eau, mais on ne sait pas l'évacuer et on n'a pas l'accès à l'eau pour utiliser à bon escient. Donc ici, le plaidoyer doit se faire auprès des autorités sanitaires dans le public, sous le conseil des spécialistes de WASH et PCI, comment on peut organiser des égouts pour amener ces eaux là où ils doivent être euh, irriguées, soit dans les champs ou c'est pas où, ou bien l'hôpital a des égouts, mais qui sont déjà bouchés parce qu'on n'entretient pas. Eh bien, tout ça doit être examiné dans son ensemble. C'est un hôpital qui a été construit dans les normes exigées, ou bien c'est une maison qu'on a allouée à l'hôpital, mais c'était une maison d'habitation sans exigence de, des normes de construction d'hôpital. Eh bien, tout cela doit être examiné. Si c'est un hôpital construit selon les normes, on regarde ce qui ne marche pas. Si cela n'a pas existé, qu'on présente le cahier des charges à celui qui finance les ouvrages sanitaires, qu'il puisse intervenir. Mais aussi, c'est la faute des gestionnaires, hein, qui pensent, qui donnent des priorités à d'autres travaux que à l'assainissement. Voilà ce que je peux dire, Monsieur Mathias. Nous devons voir à chaque étage les responsabilités de l'homme ou la femme qui s'occupe des surfaces, la responsabilité du gestionnaire de la structure et du responsable de la PCI et OSH. Voilà ce que je peux dire.
Merci, professeur. Nous lisons deux questions. Les questions se trouvent dans les chats des deux intervenants participants. Il y a Dr. Kourama Ourouma qui pose la question de savoir quel est l'état des lieux en matière de gestion de l'eau dans les structures sanitaires dans les zones de conflit en RDC. Euh, Quel est l'état des lieux en matière de gestion de l'eau dans les structures sanitaires dans les zones de conflit en RDC? Professeur, Merci. votre réaction, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la question. Euh, je pense que ces hôpitaux, nonobstant la guerre, continuent à fonctionner bien que mal. J'ai causé avec une connaissance hier de Bukavu. C'est dans la province du Sud Kivu, à l'est de la RDC. C'est une province qui est sous occupation des rebelles depuis quelques mois. Eh bien, là où monsieur habite avec sa famille, il dit, heureusement que l'eau est arrivée. Ils avaient au moins 3 ou 4 jours où ils devaient aller avec des bidons pour aller chercher de l'eau très loin. Alors, j'espère, je ne suis pas au pays pour le moment, j'espère que les hôpitaux trouvent quand même de l'eau pour continuer à fonctionner. Parce que si, en plus des difficultés que rencontrent ces hôpitaux et la population, parce que les banques ne fonctionnent pas depuis autant de mois, il faut chercher de l'argent pour se faire soigner et que quelqu'un quitte sa maison avec un bidon d'eau pour aller à l'hôpital, là, ça ne marche plus. Mais je pense que tant bien que mal, il fonctionne. Euh, les rebelles n'ont pas coupé les, les sources d'approvisionnement en eau. Et peut-être que ceux qui sont sur place, euh, Monsieur Marabout, il est, je pense, de Bukavu, il peut nous dire l'état des lieux. Je pense que Monsieur Mourabazi aussi peut nous donner la situation maintenant euh, pour répondre à cette question de l'état des lieux. Merci. Merci beaucoup, professeur. Est-ce Nous que, accordons donc la parole à Monsieur Augustin Morabazi et Monsieur Mathias Marabou qui vont tenter de rebondir sur la problématique. Et ensuite, Docteur Valérie et Madame Emiliane prendront la parole. Merci. s'il vous plaît, docteur, il y a docteur Ndoumé qui a posé une question. Si vous pouvez lui accorder la parole dans le chat euh, avant de continuer avec nos collègues. Oui, s'il vous plaît, docteur Lufimbo, est-ce que je peux intervenir par rapport à l'intervention du professeur concernant l'état des lieux de l'eau? Oui, oui, la parole vous est déjà accordée, vous et Merci Monsieur beaucoup. Augustin. Merci beaucoup. C'est tenant compte de la situation sécuritaire, bien sûr, au niveau des centres-villes, par exemple au niveau de Bukavu, dans les structures sanitaires, les grandes structures sanitaires, hôpital provincial général de référence, il y a de l'eau, il n'y a pas de souci. Même à Panzi, à l'hôpital de Panzi, l'éminent aussi professeur Mukwege, il y a de l'eau. Dans d'autres structures ici au niveau urbain, il y a de l'eau. Mais quand on essaie de se déplacer dans
dans la profondeur un peu vers Calais, vers autre chose là-bas, il y a, il y a des difficultés dans les centres de santé parce que il y a eu des affrontements, tout ça, et l'eau qui sont fournies au niveau des centres de santé, au niveau rural, ça vient des collines ou quoi, et ces collines-là pourraient être occupées par l'une des forces qui se battent, alors que le partenaire ou la population qui s'est donné la peine pour aller entretenir les sources d'eau, il n'y a pas moyen d'y arriver suite à l'insécurité ou à l'instabilité sociale des déplacements. C'est pour cette raison que les structures n'ont pas suffisamment d'eau au niveau rural. Tout ce qui reste, même au niveau de ces structures-là, il manque même des bidons pour aller puiser de l'eau. Alors, parfois, les malades qui viennent dans des structures avec leur approvisionnement en eau pour qu'ils se servent, tant dans les besoins du corps humain ou d'autres besoins. Voilà un peu la grande difficulté qui est là. Donc, il n'y a pas assez d'humanitaires qui sont sur terrain, de peur qu'ils ne soient pas insécurisés de toutes les façons. Voilà. Au niveau urbain, il y a de l'eau dans les structures, mais au niveau rural, c'est très, très difficile et même les médicaments. Je voudrais en même temps profiter parce qu'on a parlé des problèmes des médicaments concernant, concernant les prix sur le marché. Ici, chez nous, il s'observe, bien sûr, des molécules, même molécules, on peut parler d'amoxicilline, et cette amoxicilline peut être, je donne un exemple, 1000 francs dans même molécule qui vient de l'Inde, par exemple, l'autre qui va venir de la Belgique est considéré comme 5000 francs, c'est un exemple, et lors des prescriptions, le médecin peut vous dire, mais il faut acheter les médicaments convenables, il faut acheter les médicaments dans telle pharmacie. Or, dans cette pharmacie-là, je ne confirme pas, il pourrait y avoir des relations du médecin avec les propriétaires ou bien c'est lui-même les propriétaires qui font cette distinction-là. Et quand il y a l'amoxicilline de 1000 francs, dans la même pharmacie, il y a l'amoxicilline de 5000 francs et il y a l'amoxicilline de 10 000 francs, le malade aussi se trouve dans la vie et ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est le même médicament ou bien avec des effets différents ou bien la quantité de molécules requises est la même ou c'est quoi? C'est un problème qui peut déjà nuire aux malades qui consomment le produit. Voilà un peu. Merci. Toi, tu as un document de quartier. J'ai un document de quartier. Lettre d'introduction ou bien. Non, non, je suis permis de sur le titre global 619. Ah, sur le titre global 619. Donc, moi, je continue à mon niveau. Je me prête. Yara, tu as déménagé là. Le professeur Lupimbo, probablement, qui faisait partie. La parole était à Augustin. Merci pour la parole m'accorder. Oui. Et je ne veux plus aborder donc la situation de l'eau dans la ville de Bukavu, comme mon prédécesseur vient de l'expliquer, c'est la réalité sur le terrain. C'était par rapport à une intervenant qui, donc par rapport à la gestion de l'eau dans les hôpitaux. Peut-être tout d'abord remercier les organisateurs pour ce thème très intéressant sur l'eau et son impact sur sur la résistance antibiotique, etc. Oui, dans les hôpitaux... Allô? Allez-y, nous avons dans les hôpitaux... Il est décédé, il avait un problème cardiaque. Mamadou, je ferme votre micro et vous l'ouvrez automatiquement chaque fois, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, je disais que par rapport à la gestion de l'eau
dans, dans les hôpitaux. Je ne crois pas qu'ils y sont pour quelque chose. Peut-être la politique de gestion de l'eau qui soit au niveau des hôpitaux qui pose problème. Et là, je voudrais peut-être poser d'abord une question et plaider. Je vais poser une question au professeur par rapport. Je ne parle pas de gestionnaire parce que si je parle de gestionnaire, ça va prendre tout le monde. Je parle des directeurs d'hôpitaux actuellement tels qu'on les a dans notre contexte. Par exemple, congolais. Qu'est-ce que les et naturellement, moi, je sais pas, parce que moi, je ne crois pas qu'ils aient une formation qui leur permette de comprendre ces enjeux. Est-ce qu'il ne serait pas mieux quand même d'organiser aussi des séances pour les mettre à jour, afin quand même que, quand on discute des problèmes qui sont à la base des autres sanitaires, il faudrait quand même qu'on pense peut-être à équiper donc les ressources humaines afin qu'ils aient les aptitudes nécessaires pour y faire face. C'est aussi un jour, on peut les réunir pour essayer de leur en parler. Ceux qui sont les curricula pour ces choses qui trop souvent sont des matières de gestion des instituts de santé et qui n'ont pas de chance d'exister en médecine. Maintenant, est-ce qu'il ne serait pas mieux, donc c'est ma deuxième question, qu'une séance de formation aussi, comme on a fait actuellement en ligne, comme nous sommes ici présents, puisse cibler particulièrement les directeurs d'hôpitaux afin qu'ils comprennent ces phénomènes. Et, et par rapport aux médicaments, on a longtemps discuté sur cet aspect. Donc, le prix des médicaments, est-ce que c'est le prix des médicaments qui pose vraiment problème? Est-ce que derrière ça, il n'y aurait pas peut-être un mauvais circuit d'approvisionnement en médicaments qui fait rentrer peut-être de faux médicaments ou des médicaments sous-dosés sur le marché et auxquels les gens peut-être ont accès facilement ou carrément une mauvaise prescription par les cliniciens qui fait qu'à un moment donné, bon, les gens prennent des antibiotiques quand il ne faut pas les prendre, et ainsi de suite. Euh, bon, c'était ça ma préoccupation aussi. Merci beaucoup pour cette préoccupation ainsi exprimée. Professeur Ali, avant de pouvoir vous remettre la parole, il y avait Emilienne qui avait la main levée. Je ne sais pas si ça n'a plus de raison. Oui, oui, j'ai toujours ma question. Je peux la Oui, poser, allez-y. s'il vous Allez-y, plaît. s'il vous plaît, comme ça, professeur pourrait S'il vous ramasser plaît, le document pour moi. professeur, vous êtes loin du micro. S'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît, Madame Emilienne. Je disais, Oui, vous êtes loin du micro, on ne vous attend pas bien, professeur. ok, je pense que j'ai la question. Merci pour la brillante présentation, professeur. J'ai deux questions. Celle de savoir comment assurer un fonctionnement minimal et préserver la santé publique lorsque la ville est inondée. Parce que pendant les inondations, les habitations, les routes, les latrines, les points d'eau potable sont envahis par la montée des eaux. Donc, comment assurer le fonctionnement minimal en cette période d'inondation et aussi la meilleure méthode de traitement de l'eau après les inondations massives, sachant que les fosses septiques auraient débordé et contaminé les sources d'eau. Merci beaucoup. Merci pour la question. Je pense que la parole m'est accordée. Professeur, allez-y, s'il vous plaît. Merci. Bien, c'est un problème sérieux, les inondations avec ce qu'on n'a pas compris depuis des années, c'est que les scientifiques annonçaient avec les changements climatiques, il faut s'attendre à tous ces dégâts. Et pour ceux qui sont à Kinshasa, je pense que le professeur Kabasele l'a annoncé, ça va être plus dur jusqu'en décembre.
il y aura des inondations et il faudrait s'y préparer individuellement et collectivement. C'est un réel problème. Les responsables des structures sanitaires doivent disposer de moyens pour garder de l'eau parce que quand il y a inondation, il y aura rupture des ouvrages qui distribuent de l'eau. Il faut prévoir tout cela parce que nous n'avons pas, nous n'avons pas d'usine de traitement des eaux usées. Puis ailleurs, il y a des usines qui canalisent ces eaux usées et qui travaillent ces eaux usées pour donner encore de l'eau potable à la population. Donc, il faut que le pouvoir public s'implique et ait comme priorité doter des structures sanitaires de moyens de fonctionner même s'il y a inondation. Donc, ailleurs, ça ne poserait pas de problème dans la plupart des cas, sauf quand ce sont des tonnes de litres d'eau qui tombent du ciel, comme ce qu'on a vu en France ou en Espagne. Mais quand ce sont des inondations pas terribles comme ce qu'on a vu, je pense qu'il y a moyen de fonctionner avec des réserves d'eau préparées. Voilà ce que je peux donner comme moyen et comme réponse, je voulais dire. Merci beaucoup, professeur. Il y aura probablement un autre petit complément, mais permettez, il y avait Hichika qui avait la main levée, puis on va revenir aux questions qui sont dans la boîte à conversation pour essayer de pouvoir... Je suis Oui, là, à s'il vous. vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je voulais juste revenir sur le problème d'antibiotiques. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement que le problème lié aux antibiotiques qui nous sont vendus dans les différentes officines pharmaceutiques. Euh, Au moment où je vous parle, nous avons un très sérieux problème avec les disques d'antibiotiques qui nous sont vendus sur place et voire même à Kinshasa parce que nous, c'est Kinshasa qui nous approvisionne. Et ces disques-là que nous achetons à Kinshasa, je vous dis franchement, ne donnent plus en ce qui concerne les antibiogrammes. Je vous donne un exemple. J'avais un patient euh, qui avait un problème de sepsis et on avait testé. Nous nous sommes rendus compte que MR, une bactérie multirésistante. Et donc, tous les antibiotiques étaient résistants. Mais ça m'inquiétait, je n'étais pas d'accord avec ces résultats. J'étais obligé de recourir en Europe pour demander à mon patron de m'envoyer les disques qu'ils utilisent chez eux. Il m'avait envoyé les mêmes disques d'antibiotiques et nous avions testé la même souche parce que nous l'avions conservée. Et je vous dis que bon nombre d'antibiotiques étaient sensibles face à ces antibiotiques, à ces disques-là qu'on avait testés pour Kinshasa. Et j'étais obligé de revenir à la firme qui nous ravitaille. Ils nous disent, bon, peut-être votre chaîne de froid n'est pas bien contrôlée, tout ça. Nous sommes dans un processus d'accréditation. Nous sommes contrôlés par GHSS en ce qui concerne la chaîne de froid. Je lui ai tout dit et moi, je me suis dit que, en tout cas, ces problèmes ici, nos autorités sanitaires doivent avoir un œil regardant pour que nous puissions trouver des solutions idoines. Ou sinon, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que nous allons dire en RDC en ce qui concerne l'antibiothérapie. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention.
c'est une inquiétude sur la qualité des produits qui sont sur le marché et tous ceux-là qui sont en charge du contrôle sont censés pouvoir mener leur travail. Et vous, par exemple, tel que vous avez reçu, en retour, il est conseillé que vous puissiez renvoyer l'information pour que là où on s'est approvisionné, qu'on fasse un contrôle de qualité de façon à ce qu'on puisse aussi aider d'autres à pouvoir ne pas tomber dans le piège de quelque chose qui n'est plus probablement valable ou qui a été contaminé et qui ne permet pas ce que l'on tire effectivement de résultats réels. Donc, cela étant, professeur, voudrez-vous répondre sur cette question? Bien, je n'ai rien à ajouter. Le problème de la qualité du matériel, des médicaments et de ce qu'on mange, j'ai d'entrée de jeu parlé de l'OCC, qui est l'organisme ou l'agence de l'État pour contrôler, qui devrait être l'équivalent de FDA aux États-Unis. On ne peut pas faire travailler quelque chose sans en avoir le quitus de cette organisation. Mais j'ai l'impression que l'OCC a démissionné de sa mission. Donc, c'est cette organisation qui devrait tout contrôler avant de laisser sur le marché. Voilà ce que je pouvais ajouter. Merci bien, professeur. Très rapidement, vous allez nous autoriser à pouvoir aller sur les questions restantes, mais dans l'entretemps, sur une des questions qui a été posée par rapport au traitement ou à la gestion des eaux usées, je crois que vous avez suffisamment insisté sur l'architecture des structures, du point de vue de la validation même d'une structure pour dire qu'elle est viable, qu'elle est opérationnelle. En voyant le plateau technique, on voit également le bâti, l'environnement bâti, qui fait partie des composantes très importantes d'un programme PCI effectif. Il est important que nous puissions, nous tous qui sommes experts ici, penser à faire des évaluations périodiques dans les zones pour pouvoir faire des rapports et mettre des plans d'amélioration opérationnelle ou bien des plans d'amélioration de la qualité qui permettraient en ce moment-là d'améliorer pour nos structures. Et par exemple, quand on parle de l'infrastructure et de l'architecture, il est très important, par exemple, que l'on définisse de quel côté vont pouvoir être placées les zones qui utilisent de l'eau. Et si on a des tanks qui ont été mis ou bien des réservoirs qui ont été placés, si cette eau-là coule, elle va être recueillie comment? Il est fort possible que l'on puisse mettre des conduits qui vont jusqu'à un puits perdu. Et ce puits va pouvoir avoir du gravier que l'on met pour décantation. Le tuyau que l'on doit mettre doit pouvoir dépasser les bords du trou de façon à ce qu'il n'y ait pas une érosion à reculons. J'espère que cette image-là, chacun se la dessine, se l'imagine, de façon à ce que on couvre le trou pour que le contact des eaux usées et l'extérieur ne puisse pas se faire. De cette façon-là, donc, il y a une adduction, une tuyauterie qui va pouvoir drainer de l'eau jusqu'à un puits que nous considérons comme puits perdu, avec des graviers là-dedans pour faire une bonne décantation. Et cela, tout en sachant bien que chaque puits doit être positionné de façon à ce qu'il ne puisse pas être très proche d'une source d'eau, mais qu'il se trouve également plutôt en aval qu'en amont d'une source d'eau, parce qu'à ce moment-là, par infiltration, nous allons avoir de l'eau qui va aller contaminer une source d'eau. Donc, tous ces éléments sont très importants à pouvoir mettre en place. Et comme dans nos milieux, je le répète, la mise, la remise des autorisations de fonctionnement devra tenir compte de cela et les inspections provinciales, territoriales de la santé devaient bien suivre la conformité par rapport aux règles. Très rapidement, Constant dit ceci. Guylain Constant dit merci. Le problème qui se pose est double. Premièrement, l'accès à l'eau est un problème surtout dans son aspect particulier avec des filtres dialyse, autoclave, qui ne sont toujours pas disponibles ou que l'on ne remplace pas. Et le second problème est en rapport avec l'assainissement, qui est un problème avec des inondations. Ça a été évoqué tout à l'heure. Et on dit ici qui draine les eaux usées sur les parcelles des terres cultivables, ce qui pose un problème de la quantité de résidus microbiens dans les aliments que nous consommons. Voilà un peu l'aspect One Health qui rajoute les éléments de l'agriculture
Alors, il rajoute aussi les aliments que nous consommons et on sait que nos ES ne disposent pas des stations de traitement des eaux. Donc, professeur professeur Boulaboula a dit qu'il faudra que les partenaires et tous les autres fassent des évaluations et que l'on mette également des plans d'appui à ces structures-là. Alors, professeur, une autre question qui vous est posée, elle est la suivante. Permettez. Euh, quelle solution pour les hôpitaux dans les zones extrêmement chaudes qui utilisent où les dialyses utilisent beaucoup d'eau? C'est la question qui vient de M. Babacar, qui est un expert africain euh, euh, dans le civil, dans le développement civil. À vous, professeur. Merci beaucoup. Euh, Encore une fois, il faut que les structures et les pouvoirs publics s'impliquent. J'ai été au Botswana il y a quelques années. Le Botswana, c'est un pays pratiquement désertique dont le nord, le tiers du pays, là, les pluies tombent régulièrement au nord, mais le reste du pays en allant vers le sud, ils font même des jeûnes au niveau du pays pour prier et demander qu'il y ait des pluies. Alors, ce qui m'a étonné, c'est le débit au robinet, hein, la force avec laquelle l'eau au robinet sort et à la douche. Une collègue malgache m'a posé la question un jour, d'où provenait cette eau dans un pays désertique avec un tel débit? Je n'ai pas pu lui donner la réponse. Donc, nous devons nous organiser là où il n'y a pas de pluie. Comment traiter l'eau qui arrive avec les pluies, mais aussi intéresser le pouvoir public quant à l'approvisionnement en eau. Alors, à cette question, je demanderai, parce qu'il y a deux personnes, je pense, qui ont posé presque la même question, d'attendre la semaine prochaine. Le professeur Kiyombo va parler en long et en large sur l'eau dans les établissements de soins. L'autre jour, il a commencé et il s'est arrêté justement à l'eau à utiliser au cours de la dialyse. Je pense qu'il reviendra la semaine prochaine et réserver cette question euh, à lui. Il va répondre certainement et nous allons tous en profiter. Merci. Merci bien, cher professeur. Nous avons dépassé de 17 minutes. Le sujet étant intéressant, nous aimerions rappeler que il y a un lien qui a été posté pour que nous puissions faire le retour par une évaluation de ce qu'a été la session d'aujourd'hui. Donc, dans la boîte à conversation, ce lien est là. Il est juste le tout dernier qui a été posté. Nous prions à chacun d'entre nous de pouvoir faire une évaluation de ce que nous avons eu comme session ce jour. Je ne sais pas, professeur, si vous avez un dernier mot, mais j'ai voulu rappeler encore une fois que le problème d'eau est un problème qui s'aborde du point de vue multisectoriel. Ça veut dire on a les infrastructures, on a les finances, on a ceux qui sont en charge d'économie, on a la santé qui est là-dedans. Donc on a tout un tas de ministères ou de départements qui pourraient adresser le problème de l'eau dans les communautés et dans les formations sanitaires. Et cela nous aiderait énormément si une approche
multisectorielles pourraient être mises en place également avec des experts dans tel ou tel autre domaine qui nous permettraient de pouvoir à ce moment-là non seulement gérer les eaux usées, mais nous occuper aussi de la qualité de l'eau et de la quantité dont il faut tenir compte lorsque nous ouvrons ou établissons une structure de santé dans une communauté ou dans une contrée donnée. Professeur, à vous la parole pour un dernier mot conclusif. Nous vous la passons aussi directement pour le reste en tant que président du conseil d'administration de SCPCI. Nous vous disons grand merci et à tous les participants également pour euh, les diverses contributions que nous avons eues. À vous, professeur Ali. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour la modération. Je pense que docteur Fimbo, sa connexion s'est interrompue. Je voudrais remercier tous les participants d'être venus partager avec nous leurs expériences. La semaine prochaine, je le souhaite de tout cœur que le professeur sera dégagé pour qu'il vienne nous parler de l'eau dans les institutions sanitaires. Nous aurons terminé avec le mois de juin et au mois de juillet, on va parler de la santé unique. La santé unique, et on va parler certainement des zoonoses et les problèmes de définition. Bon, les orateurs pourront cadrer avec les titres et je termine en vous souhaitant un bon début de week-end et un bon week-end. Nous revoir la semaine prochaine, le vendredi, à cette messe-là. Merci. Je m'excuse, cher professeur, cher modérateur. Est-ce qu'on peut avoir les diapositives, s'il vous plaît? On va demander à l'ingénieur Pascal de mettre ça sur YouTube ou dans le groupe. Ça s'est fait après chaque webinaire, un jour ou 2 jours. Il demande à Eco India et euh, il nous envoie ça. Je voudrais remercier aussi l'équipe d'Eco India qui nous a accompagnés pour ce webinaire. Au revoir à tous.